Le capitaine Doyot retournera au combat et se fera tuer à Dompierre, en Normandie, en se portant volontaire pour un assaut sur une position difficile. Ce fait est relaté dans les années 20 dans le journal L'Aurore malgache. Maurestin s'occupera également d'un futur grand mathématicien, le professeur Gaston Juliat. Celui-ci est blessé le 25 janvier 1915 sur le chemin des Dames, près de Craonne, par un coup de feu à bout portant qui lui fracasse la mâchoire et lui arrache une partie du visage, dont le nez. Une semaine plus tard, il est pris en charge au Val-de-Grâce, où Maurestin s'efforcera jusqu'en 1918 de réparer son visage en effectuant 27 opérations, dont de nombreuses greffes de cartilage, souvent douloureuses, mais qui devaient lui permettre de respirer par le nez. Fait rare, Maurestin autorisera Gaston Juliat à demeurer à l'école normale juste à côté afin qu'il puisse reprendre ses études et travaux en janvier 1916. Mais il devait venir tous les jours au Val-de-Grâce se faire soigner. Gaston Juliat sera docteur ès sciences mathématiques en 1917. Il deviendra maître de conférences à l'école normale, puis à la Sorbonne et professeur titulaire en 1920, avant d'entrer à l'Académie des sciences en 1934 à l'âge de 40 ans. Sur le plan privé, il se marie le 29 décembre 1917 avec l'une de ses infirmières de l'hôpital, mais qui est aussi pianiste, Marianne Chausson, troisième fille du compositeur connu de musique classique Ernest Chausson. Gaston Juliat, qui joue du violon depuis son enfance, et son épouse Marianne auront 6 enfants, tous des garçons. Toujours à propos de Maurestin et de l'un de ses patients. Le docteur Albert Mouchet, chef du service de chirurgie infantile de l'hôpital Saint-Louis, écrit en 1919 « Je le vois encore nous montrant à la société de chirurgie un aveugle auquel il avait refait une face séduisante. Il nous annonçait avec joie que ce blessé venait de se marier, et le sourire de satisfaction qui illumina les traits du jeune époux nous émut tous profondément. Ce sourire était pour Maurestin la plus belle récompense. » Fin de citation. Malgré son état de santé, Maurestin se déplace également non loin des zones de combat. Le 15 octobre 1917, sur le front du Nord-Est, le neuropsychiatre et écrivain Paul Voivenel remarque, parmi les médecins se rendant dans les formations sanitaires, ouvrez les guillemets, un créole connu, Maurestin, qui paraît s'amuser en dedans et promène sur les choses et les gens un lent et dédaigneux regard. Fermez les guillemets. Une lettre d'Hippolyte Maurestin, datée du 31 octobre 1917 et écrite à son ami et confrère Henri Bouquet, confirme son déplacement. « Mon cher ami, excuse-moi de te répondre un peu tard. Je suis rentré la nuit dernière. Je reviens du front de l'Aisne où j'ai travaillé ferme, ayant pu recueillir et traiter sur place les blessés de la face causés au cours de la bataille. C'est ce matin seulement que j'ai pu prendre connaissance de ta lettre. » Fin de citation. Dans l'ouvrage collectif Science et dévouement, publié en 1917, Maurestin écrit un article « Les blessures de la face », remarquable synthèse de son travail sur ses patients, dans lequel il décrit les différents types de blessures et les soins qu'il leur prodigue. Voici quelques extraits. Attention, certaines photos peuvent choquer. Inutile donc de préciser qu'elles ont été réalisées sans trucage et sans retouche. Les blessures de la face ont été observées au cours de cette guerre avec une étonnante fréquence, dit-il. Leur complexité, les mutilations sans nombre qui en sont la conséquence, la difficulté de leur traitement ont forcément attiré l'attention d'une façon particulièrement pressante. Des services spéciaux ont dû être organisés pour recueillir cette multitude de blessés et mutilés de la face. De grands efforts ont été faits pour effacer ou pallier leur difformité. On peut affirmer que ces efforts n'ont pas été inutiles et que les résultats obtenus sont de plus en plus consolants. Fermez les guillemets. Et Maurestin de décrire de façon détaillée les différents types de blessures, puis de résumer. On entrevoit, d'après ce cours exposé, toutes les misères des mutilés de la face, et nous n'avons pas parlé des aveugles, ni de ces infortunés dont les 2 mâchoires ont été simultanément fracassées, de ceux dont toute la mâchoire inférieure a été enlevée avec les parties molles ambiantes, ni de ceux dont le massif maxillaire supérieur et le nez n'existent plus, pauvres êtres misérables, dignes d'une pitié sans borne.
Si effrayantes que soient au premier abord les plaies mutilantes de la face avec leur aspect hideux, les abondantes hémorragies qu'elles provoquent, les troubles de la respiration, de la déglutition qui en sont très souvent et fâcheusement les conséquences immédiates, leur pronostic est rarement mortel. Peu de ces blessés succombent. » Fin de citation. Puis il récapitule les différents procédés de réparation des blessures. Réduction graduelle des cicatrices par autoplastie en jeu de patience, greffe et transplantation, recours aux prothèses. Et Morestin de conclure avec optimisme, je cite, « La plupart des dégâts sont réparables. Quand ils ne le sont pas entièrement, la situation du mutilé est presque toujours susceptible d'être améliorée, la chirurgie aidant, la prothèse aussi, dans une proportion considérable. Beaucoup de nos grands blessés ont pu rentrer dans l'armée active, d'autres continuent de servir comme auxiliaires. Parmi les plus atteints, il n'en est guère que l'on n'ait pas pu rendre à la société, au travail, à qui l'on n'ait pas assuré une existence acceptable. » Docteur Hippolyte Morestin, professeur agrégé à la faculté, chirurgien de l'hôpital Saint-Louis. Dans son ouvrage « Les enseignements chirurgicaux de la Grande Guerre, front occidental », publié en 1919, le professeur Edmond Delorme, médecin et chirurgien français, médecin inspecteur de l'armée et président de l'Académie de médecine, écrit au sujet de notre éminent docteur. Les blessures de la face bénéficient de la méthode de transplant cartilagineux et graisseux. Monsieur Morestin, par un nombre considérable d'observations, en affirme la valeur.